Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va commencer cette première table ronde sur la sûreté. Ce matin, il y avait une table ronde consacrée à la cybersécurité et cet après-midi, donc, c'est la sûreté. Et demain, ça sera l'inverse d'ailleurs. Avec Christophe Clarinard à mes côtés, directeur d'intelligence formation et spécialiste de l'intelligence économique, nous allons animer cette table ronde qui est consacrée aux JO. Les Jeux Olympiques, c'est évidemment un sujet important, un sujet sportif mondial qui va se dérouler en France dans 4 mois, c'est très bientôt. Et on va évidemment aborder l'aspect sécurité de cet événement. Alors, quelles sont les difficultés prévisibles rencontrées par les organisateurs? De l'avis de tout le monde, tant des pouvoirs publics que des experts, ce seront essentiellement la question des transports publics et de la sécurité qui vont poser problème. Alors, on va laisser un peu de côté les questions de transport public, bien qu'elles intègrent des problèmes de sécurité, on va le voir tout à l'heure, évidemment. Et en plus, cette question semble plutôt concerner la région Île-de-France. Donc, regardons les questions de sécurité. Alors, cela fait des mois que la profession de la sécurité privée alerte sur le manque probable d'effectifs qui seront mobilisés. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire peu de temps avant les JO, on entend encore cette analyse. Mais ce n'est pas tout. Les pouvoirs publics évoquent des menaces fortes, c'est évident, compte tenu de l'importance de cet événement. Des menaces qui pourraient venir par exemple de drones malveillants, aussi de cyberattaques. Et puis, il y a évidemment en transparence le risque terroriste. Alors pourtant, dans l'esprit des organisateurs, les JO doivent être évidemment un événement festif. Et le propre de la sécurité, c'est justement de ne pas gâcher cet esprit par des contraintes qui soient trop lourdes, mais qui doivent être évidemment efficaces. Il faudra donc s'attacher à ce que la sécurité devienne le vecteur d'un bonheur partagé par tous, c'est le thème de cette conférence. Et pour examiner ce sujet au cours de ce débat, il sera intéressant de répondre à quelques questions. Alors, ces questions, c'est quoi? C'est comment concilier les contraintes de sécurité avec une organisation harmonieuse des Jeux Olympiques? Quelle coordination entre les forces régaliennes et la sécurité privée? Est-ce que les nouvelles technologies de sécurité pourront suppléer le manque probable d'effectifs? Et alors pour en débattre, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur cette table ronde des responsables sécurité de la région. Donc là, aujourd'hui, c'est que la région. Et comme la région va avoir un rôle très important pour la tenue des JO, ça semblait nécessaire. Alors, il faut rappeler, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais j'en doute, que la flamme olympique va débarquer à Marseille le 10 mai. On va en parler tout à l'heure. Et justement, on va en parler avec Laurent Bonnet, qui est adjoint au maire délégué au sport de la ville de Toulon et chargé de la mission accueil de la flamme olympique pour les JO. Vous êtes l'homme idoine. J'appelle aussi Marc Labouze, qui est directeur sûreté de la RTM, la Régie des transports métropolitains, qui aura sûrement des tas de choses à nous raconter sur cette période qui va arriver. Et puis 2 responsables des hôpitaux de Marseille, Benoît Camiade, donc, qui est directeur de crise de l'AP-HM, et Jean-Michel Mascaro, qui est directeur adjoint sûreté pour l'AP-HM. Voilà, tout le monde est en place. Merci de nous avoir rejoints. Voilà, donc je me tourne vers vous tout d'abord, Laurent Bonnet. Quel est l'état d'esprit dans lequel la ville de Toulon, qui est toute proche de Marseille géographiquement, aborde donc cette période des Jeux Olympiques qui va être très particulière? Peut-être déjà vous pouvez nous dire qu'est-ce qui va se passer au moment des JO à Toulon? Alors bonjour, merci pour votre invitation. Oui, nous sommes tout proches parce que quand même on est cousins, même dans 2 départements différents. Vous l'avez dit, la flamme arrive à Marseille le 8, puisque le 8 et 9 c'est les journées marseillaises olympiques, on va dire ça.
Et dans le Var, et plus particulièrement à Toulon, nous sommes le premier territoire traversé par la flamme olympique, avec une grande célébration à Toulon, puisqu'on aura l'allumage de la vasque olympique en soirée, puis tout ce qui va découler de ce passage de la flamme olympique. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu pour que les gens puissent s'approprier cet événement, puissent y venir avec plaisir. Et c'est là où tout l'enjeu de la sûreté et de la sécurité, que en bon profane, je vais appeler sécurité avec un grand S, personne n'en voudra, va vraiment jouer un rôle essentiel pour que justement les gens puissent prendre plaisir et s'approprier cet événement. Très bien. Est-ce que pour vous qui travaillez justement sur ce sujet, comment dirais-je, l'aspect sécurité, l'aspect sûreté, c'est quelque chose que vous appréhendez comme étant, comment dirais-je, la clé de voûte du dispositif? Alors, pour que ça soit à peu près clair, et si vous permettez, il faut savoir que une journée du passage de la flamme olympique, c'est un peu plus d'un an de travail. Coordonné avec le comité, le COJOP, pardon pour l'acronyme, coordonné avec le Centre national de sécurité des Jeux, coordonné avec les communes, donc pour la ville de Toulon, puisque moi je m'occupe à la fois de tout le département du Var pour ce sujet, plus de la ville de Toulon, plus spécifiquement. C'est non seulement la clé de voûte, mais c'est l'enjeu quasi essentiel du déploiement de l'action, parce que c'est une espèce de transparence calculée, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a organisé, c'est-à-dire une transparence calculée pour démontrer au public que les mesures nécessaires ont été mises en place, ce qui a quand même un effet rassurant et je dirais quasi essentiel pour qu'on puisse espérer une adhésion du grand public à cet événement. Et au-delà, dans cet équilibre un peu particulier à trouver, une discrétion nécessaire sur le parcours précis, les points de croisement, les points d'influence du public. Et en fait, c'est ce réglage entre informer et rassurer sans pour autant exposer que la sécurité joue pour nous un rôle essentiel. Au-delà de la sécurisation de la flamme elle-même, qui appartient au Centre national de sécurité des Jeux. Donc il y a tout un dispositif. Et quand bien même, dans la vision micro comme dans la vision macro, on se rend compte que la sécurité est essentielle. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver entre le faire savoir suffisamment pour que les gens se sentent capables d'aller vers l'événement et de s'approprier l'événement, qui est un moment, je rappelle, qui doit être festif. Et pour qu'il soit festif et pleinement vécu, il doit être vécu de manière naturelle. Et en même temps, tout un travail de coordination masqué qui, lui, va traiter des mesures de sécurité et de sûreté que vous connaissez toutes et tous, c'est-à-dire les enjeux que l'on va volontairement garder un petit peu secrets pour limiter l'action malveillante qui pourrait se déployer et auxquelles se rajoutent pour nous, politiques, toutes les problématiques de sécurité tout à fait traditionnelles. Et c'est très bien que vous avez parlé des transports en commun, mais c'est essentiel parce que même si le convoi se déplace lentement, il y a aussi les problématiques de sécurité ou de sûreté auxquelles on est habitué habituellement, c'est-à-dire comment on achemine beaucoup de public sans avoir trop de retour, puisque la dernière fois c'était il y a 4 ans et c'était pas en France. C'est compliqué de se projeter sur l'adhésion d'un public, et c'est pour toutes ces raisons que la sécurité et la sûreté sont plus que la clé de voûte, sont vraiment au cœur du montage du dispositif, avec, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a voulu, une communication et une transversalité qui est essentielle. Vous avez parlé de sécurité, de cyber, de sûreté. Je crois que quand on parle Jeux Olympiques et quand on parle grands événements aujourd'hui et demain, je pense que ce sont des thématiques qui sont transversales et qui sont totalement décilotées et qu'il faut aborder dans leur globalité. Une communication donc, une coordination, et c'est le pendant de ce que je viens de dire, et puis une planification proactive bien en amont, chacun dans sa position, nous, collectivité, la vie continue indépendamment des Jeux avant et après, mais il y a aussi toute cette planification des différences fortes, des différents intervenants qui doit être mise en avant et qui, j'insiste, doit être proactive. Et vous voyez, je ne le dis pas parce qu'on est avec cette sécurité, mais c'est réellement pas quelque chose de bloquant, quelque chose autour de quoi on doit construire l'événement pour que la réussite soit pleine et entière. Alors, pardon. Oui, vas-y. Vous-même avez abordé le sujet des transports en commun, des transports publics, qui seront aussi les principales difficultés auxquelles vont être confrontés les organisateurs. Et là, nous avons la chance d'avoir Marc Labouze, qui est le directeur sûreté de la Régie des transports marseillais,
Donc Marseille sera aussi et surtout impactée par les épreuves qui seront dans la ville. Votre fonction donc de directeur sûreté d'un organisme de transport, vous fait dire quoi, vous, au regard des dispositifs qui seront mis en place et de la difficulté ou de la facilité de gérer les Jeux Olympiques? Eh bien, juste, je voudrais corriger, c'est plus la régie des transports marseillais, mais la régie des transports métropolitains. Oui, pardon. Voilà, c'est important. Ah oui, lapsus. Donc, mais ceci dit, la RTM, plus communément appelée dans la région, se doit d'être au rendez-vous. C'est un événement phare, c'est un grand événement. On en connaît régulièrement. On en a un qui est emblématique et pas loin d'ici, c'est le stade Vélodrome. 65 000 personnes régulièrement depuis le début de la saison, malgré une période de creux ces derniers temps. On est rompu au transport de nombreuses masses de spectateurs. Il faut le réguler, il faut l'organiser. C'est pas simple, mais on ne déplore pas d'incidents particuliers, alors qu'il faut transporter énormément de monde. Et la difficulté, c'est au même moment. On a eu 2 exercices importants qui nous ont permis de maqueter nos transports, de les améliorer. Ça a été la Coupe du Monde de rugby. C'était un gros événement avec beaucoup de spectateurs et la venue du pape. Et tout le monde était un peu inquiet sur la venue du pape, non pas par sa venue, bien au contraire, mais c'est surtout parce qu'il y avait 100 000 personnes attendues, autant sur le stade qu'autour du stade pour le défilé. Et là, l'exploit, alors je dis exploit, le challenge qui nous était donné, c'est de dire est-ce qu'on va être en capacité d'acheminer 100 000 personnes sur le même périmètre, très proche du stade, jusqu'au Prado, dans des délais très courts. On a eu de la chance parce que la cadence a été étalée tout le long de l'après-midi avec un public très discipliné. Donc ça nous a permis d'avoir une arrivée progressive, acheminer énormément de personnes. Les cadences de métro ont été au minimum du minimum qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire une rame toutes les 2 minutes. Vous voyez ce que ça représente, c'est énorme en termes d'organisation, puisque vous vous rendez compte que quand les gens sont en dehors d'une station et qui veulent s'engouffrer, s'il y a un mouvement de foule, vous retrouvez tout le monde sur les rails. Donc il y a une sacrée organisation et tous les soirs de match, c'est un challenge. C'est un challenge qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de mouvement de foule et que ça ne pousse pas de tous les côtés et qu'on se retrouve avec tout le monde agglutiné sur les rails. Donc c'est toute une organisation. La Coupe du Monde de rugby s'est parfaitement déroulée, la partie visite du pape aussi. Donc on n'est pas inquiet, mais on est concentré, rien n'est gagné. C'est pas parce que tout s'est bien passé. On a encore une dizaine de matchs au stade Vélodrome pour les Jeux Olympiques. Nous avons la partie nautique avec des lignes spécifiquement qui vont être améliorées, qui vont alimenter la marina. Et le premier exercice, on va dire grandeur nature, ça va être la flamme olympique le 8 mai. Donc le 8 mai, c'est une journée très importante pour nous. C'est une répétition du 14 juillet. Le dispositif que je connaissais dans mes anciennes fonctions de directeur de la sécurité à la ville, c'était ce 14 juillet, c'était un grand événement. Il y a une part énorme qui est faite sur la préparation, et plus la préparation est bien faite, et elle est très très bien suivie par la préfecture de police et la DDSP, c'est des gens qui travaillent à la manœuvre, qui sont à la manœuvre, connaissent parfaitement ces sujets-là. Rien n'est laissé au hasard en termes de circulation, de blocage de voies. Mais quand vous avez un événement qui va rouvrir plus de 100 000 personnes ou voire 150 000 sur le port, un 14 juillet, c'est 100 000 personnes. C'est pas rien. 150 000 personnes autour du port, le vieux port sanctuarisé. Vous prenez le U, il n'y a plus rien qui circule. Vous arrêtez tout depuis le matin. Donc ça veut dire qu'après les traversées par les tunnels, enfin tous les plans de circulation sont adaptés. Les plans de stationnement, c'est pas neutre. Et Dieu merci, c'est le 8 mai, c'est un jour férié, parce qu'il avait été imaginé dans des grands événements de faire ce type de dispositif en jour de semaine, c'est impossible. C'est impossible, vous bloquez toute la ville. Il n'y a plus de transfert par les tunnels, c'est très compliqué. Donc c'est un jour férié, ça se gérera comme un 14 juillet, mais tout au long d'une journée
avec d'autres événements aussi le 9, mais moindres. Et il y aura peut-être la station Vieux-Port, traditionnellement dans ces cas-là, qui est fermée parce qu'il y a trop de monde sur le port et pour des raisons de sécurité. La station Gabriel Péry aussi peut fermer et on renvoie la clientèle vers Colbert pour descendre vers le Vieux-Port. Mais tout ça pour vous dire que ce travail est fait en relation avec la préfecture et sous l'égide de la préfecture de police sur un dispositif qui est vraiment millimétré pour que tout se passe bien, parce qu'il ne s'agit pas de prendre des dispositions dans ce type d'événement au dernier moment. Ce n'est pas possible. Les dispositions qui peuvent être prises au dernier moment, c'est des dispositions d'urgence. Si on doit modifier un dispositif à la dernière minute, c'est qu'il a été mal préparé. Et donc tout le travail aujourd'hui, c'est cette préparation, comme on l'a connu pour la Coupe d'Europe de football, pour le contre-la-montre dans le Roucas, imaginez, en plein cœur de Marseille, un contre-la-montre du Tour de France. Donc ça a été vraiment des événements où Marseille, il faut le reconnaître, est rompu à ce type d'exercice et n'a pas eu d'incident particulier. Maintenant, comme on le dit dans la sûreté, rien n'est gagné d'avance. Il faut se remettre à l'ouvrage tout le temps et surtout pas imaginer que la partie est jouée. Merci Marc. Oui. Alors pendant cette période assez exceptionnelle, historique, on pourrait même dire, pour la ville de Marseille, les hôpitaux vont avoir un rôle absolument crucial. Tout d'abord, il va falloir assurer les prestations habituelles vis-à-vis des patients, mais aussi des prestations exceptionnelles parce qu'il y aura un flux de visiteurs énorme et donc des cas probables supplémentaires. Alors comment vous allez organiser ça et surtout, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de crise? Est-ce qu'il y a eu des précédents de crise et donc je me tourne vers vous, Benoît Camiade. Alors, des situations de crise, déjà on n'est pas en situation de crise, Oui. premier point. Oui. On est plutôt dans l'anticipation d'une situation de crise. À dire vrai, il faut remonter peut-être à l'Euro 2016 qui s'est déroulé à Marseille, où il y a pu avoir un certain nombre d'inquiétudes sur nos organisations hospitalières, mais tout s'était très bien passé en coordination avec les acteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, l'autorité préfectorale par exemple, avec qui on travaille main dans la main, notre tutelle, l'ARS, avec qui on travaille aussi. Finalement, un événement plus proche qui peut se rapprocher d'une situation de crise, c'est la situation Covid qu'ont connue les établissements de santé. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez différent d'un élément, d'une crise plan blanc que peuvent connaître les établissements de santé. C'est-à-dire que la cinétique de la crise Covid, elle a été sur un temps long. Il y a eu X vagues, je crois qu'il y en a eu une dizaine, et on était sur une adaptation des organisations hospitalières. Là, par rapport aux Jeux Olympiques, on est sur quelque chose qui va être ramassé sur un certain nombre de jours et avec des impacts sur nos organisations hospitalières qu'aujourd'hui, on a du mal à quantifier. Aujourd'hui, quand on discute avec nos interlocuteurs ARS ou même préfecture de police ou d'autres, quand on leur demande de quantifier le pourcentage de touristes qu'il y aurait en plus sur Marseille, on est quand même en difficulté. On lit aussi dans la presse que les Airbnb qui sont à feu d'argent sur Marseille aujourd'hui ont du mal à trouver preneur. Donc ce qui voudrait dire que Marseille ne sera pas forcément débordé de touristes sur les épreuves qui auront lieu à Marseille. D'autant qu'on aura du football et de la voile, ce qui ne sont pas les épreuves reines des Jeux Olympiques. Donc en termes de similitudes et de situations connues, on n'a pas vraiment de comparaison possible avec le Covid. Les deux entraînements qu'on a vécus comme la RTM, c'est la venue du pape et la Coupe du monde de rugby, qui sur l'impact sur nos organisations ont été assez neutres. On n'a pas eu de problème particulier à gérer ces séquences-là sur le territoire marseillais. La seule chose qui a été extrêmement mobilisante pour nous, c'est tous les dispositifs préhospitaliers avec le SAMU qui travaille avec le bataillon des marins-pompiers et l'autorité préfectorale pour assurer les prises en charge avant d'arriver à l'hôpital. Mais sur nos organisations hospitalières, on n'a pas vraiment eu d'impact. Quand vous parlez de l'autorité préfectorale, ça me fait penser... Marc Ladouze l'a dit, police municipale de Marseille, il y a aussi la police nationale sur Marseille. Et justement, Marc, je reviens vers vous. En termes de praticiens de la sûreté, vous avez vos propres équipes, vous travaillez en liaison avec la PM et la PN? Alors oui, effectivement, le grand changement, alors je ne dis pas que je suis l'instigateur du grand changement, mais j'y ai contribué, c'est de développer la sûreté au sein des transports
Et ce qui pouvait se faire avant dans les transports et compter sur des contrôleurs pour faire de la sécurité, c'est un schéma qui était totalement obsolète. Il ne faut pas mélanger les métiers. Un contrôleur reste un contrôleur et quelqu'un qui fait de la sécurité ou de la sûreté sur un transport, ça doit être quelqu'un qui est spécialisé. Donc dans ce domaine, la RTM s'est mobilisée il y a 3 ans lorsque j'ai pris mes fonctions pour créer le groupe d'assistance et de protection, le GAP. Et nous avons créé un groupe spécifiquement pour intervenir dans notre réseau de transport de 41 agents. Et nous avions comme objectif, en 2-3 ans, de le doubler. Mais les résultats ont tellement été au rendez-vous et la satisfaction des usagers et le nombre d'affaires traitées très rapidement, non pas que la police nationale ne soit pas présente, bien au contraire, puisqu'à Marseille, il y a un SIS-TC, un service spécialisé dans les transports. Et ce service spécialisé dans les transports fait un travail remarquable. Mais il ne peut pas être partout et le réseau est immense. La ville est immense, il faut rappeler que c'est très très grand, Marseille est très, très étendu. Donc ce groupe normalement devrait atteindre une centaine d'agents d'ici la fin de l'année, en 2024, alors qu'il n'a qu'1 an d'existence. Donc c'est quand même une volonté affirmée de la RTM d'avoir dégagé 100 postes pour la sûreté, spécifiquement pour la sûreté, ils ne feront aucun contrôle, et pour lutter en faveur de cette sécurité dans les transports. Je ferai une parenthèse aussi, puisque je l'ai faite pour la police nationale et le SIS-TC, c'est lors de la venue du pape, il y avait un escadron, enfin je ne sais pas comment on l'appelle exactement, des équipes de gendarmes qui étaient dans les transports. Et ça a fonctionné très très bien. Ils ont été très bien accueillis, les clients étaient ravis de voir des gendarmes dans les transports, non pas à côté ou en surface, ils étaient dans le métro. Et pour les Jeux Olympiques, comme pour la venue de la Flamme, il y aura encore des équipes mobiles qui patrouilleront à l'intérieur du réseau. Et ça, c'est énorme en termes de sécurité. Donc on est mobilisé sur ce thème plus que jamais. On sent bien une interaction entre les forces internes et les forces de sécurité intérieure. Et vous, Jean-Michel Mascaro, pour les 13 ou 16 hôpitaux, c'est 16 ? Non, il y a 4 hôpitaux à Marseille. Et combien d'établissements gérés pour la PHM ? Il y a la plateforme de la logistique et il y a les 12 ou 13 instituts de formation également. Ouais, ça fait beaucoup Donc ça fait beaucoup quand même pas mal. Et puis vous avez des rapports aussi avec les forces de sécurité intérieure ? Alors tout à fait, on a des rapports avec les forces de sécurité intérieure qui sont, formels et informels. La force du directeur général de la PHM actuellement, c'est qu'il a effectivement confié la sûreté et la sécurité à une commissaire divisionnaire qui est détaché et qui m'a pris comme adjoint. Je suis moi-même policier détaché. Et du coup, il est évident que ça permet de maintenir le réseau et d'avoir des contacts facilitants et facilités. Donc à partir du moment où il y a eu ces contacts, moi j'étais déjà sur Marseille aussi avant, je travaillais à la police aux frontières, où on avait l'habitude également de travailler avec la préfecture, et tous ces réseaux, ces liens, finalement, on se retrouve, et ça permet effectivement de faciliter les contacts. Sachant que la PHM a fait le choix d'externaliser sa sûreté, donc nous travaillons avec des agents de sécurité, ce qui rajoute une petite contrainte supplémentaire, à savoir qu'on a un intermédiaire en plus et qu'effectivement, en cas de crise, il faut amener à coordonner et faire travailler tout le monde ensemble. Alors, les Jeux Olympiques auront lieu évidemment pendant une période estivale qui accueille habituellement de très nombreux touristes et dont la vie habituelle va être impactée par ces Jeux. Laurent Bonnet, alors expliquez-nous quelles vont être les grandes lignes de l'organisation qui sera mise en place pendant ces Jeux, et peut-être aussi développer la partie flamme olympique qui va débarquer à Marseille, où le jour même, il y aura à peu près 150 000 personnes. Vous me disiez, Laurent, excusez-moi, mais que vous aviez 2 problématiques, c'est-à-dire que les Jeux Olympiques, pour vous, enfin pour tout le monde d'ailleurs, c'est 2 temps. Et c'est 2 temps et 2 façons d'aborder les Jeux. Alors oui, d'abord je me garderais bien de parler le jour où Toulon parlera pour Marseille. Là, c'est quand même, je me garderais bien. Non, puis ça a été clairement expliqué par les autres intervenants. Sur la problématique purement de la flamme, je pense qu'on ne se rend pas, on se rend tous compte, puisque vous l'avez très bien dit. L'enjeu, c'est de prévoir pour éviter, tout en étant sûr qu'il y aura une acquis. Donc, c'est envisager et derrière construire je dirais tous les schémas possibles.
Mais le passage de la flamme, bien qu'à Marseille soit un peu différent, puisque c'est l'arrivée officielle de la flamme en France par le Bélem dans le Vieux-Port de Marseille. Donc je pense que ça a été très clairement dit. L'avantage, c'est qu'il y a un peu de retour sur des événements qui sont, à défaut d'être similaires, M. Labouze a très bien dit, assez proches en termes de monde sur le Vieux-Port, etc. Le passage de la flamme, c'est un peu différencié. C'est un convoi qui va faire entre 2 km, qui fait 1,4 km de long une fois déployé, et qui chemine entre 2 et 8 km dans une ville. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui est différent. Parce que souvent, ce ne sont pas forcément des villes qui sont acculturées de la même manière aux grands événements que peut l'être une métropole comme Marseille, ou nous, Toulon, à une autre échelle. Et là, ça pose de vraies questions. Donc c'est vrai que j'avais parlé de transversalité de communication, ça a été très bien rappelé. Les préfectures, les services de police et des DSP, tout le monde est vraiment aligné. Et ça, c'est vraiment un point d'orgue de la réussite. Après, au-delà, la vie continue, oui, parce que les Jeux Olympiques couvrent une période assez large, puisque vous avez tous à peu près les dates en tête, ça va couvrir à peu près 3 semaines, sur une période estivale où, dans notre région, la vie continue. Des gens vont venir en congé, des gens vont prendre des congés, des gens vont vouloir aller se baigner, aller à la plage, vivre. Il va y avoir d'autres manifestations, même si ces manifestations se voient un petit peu contraintes, je ne dis pas diminuées, mais contraintes, c'est-à-dire que il y a une nouvelle manière de penser les manifestations en lien avec les préfectures, et je pense que c'est pareil dans les Bouches-du-Rhône que dans le Var, puisque ce sont des directives qui émanent du ministère de l'Intérieur. On a une limitation. On sait que les agents de sécurité vont être cannibalisés par les épreuves olympiques. Donc ça veut dire qu'il s'agit pour nous de construire les événements autrement, dans d'autres lieux, de les limiter. C'est une période aussi où, chez nous, dans le Var, on aura le 80e anniversaire du débarquement en Provence, avec des très grosses manifestations nationales sur tout le littoral qui vont tomber pendant cette période-là. Et pour autant, il est hors de question, tout à l'heure on parlait de l'enjeu sécuritaire pour que les gens puissent s'approprier et vivre l'événement, il est hors de question que ces événements, passage de la flamme lors d'un week-end de 5 jours, parce qu'à Marseille c'est le 8, et vous avez raison, c'est très bien que ça tombe un jour férié, je priais pour l'avoir sur un week-end de 5 jours pour ne pas paralyser Toulon. Mais c'est la même problématique. On est très heureux de l'avoir sur cette période-là, mais la vie ne va pas s'arrêter. Il y a des gens qui ne viendront peut-être pas pour la flamme, la vie doit continuer. Et alors je ne parle pas de la période estivale, et je pense que Marseille et les autres villes de la région vont avoir les mêmes problématiques. On se doit de construire un déroulé estival qui permette à chacun de s'approprier cet instant dans le quotidien. Donc à la fois d'avoir l'enjeu sécurité et sûreté pour les Jeux, mais ça c'est plutôt proche, en ce qui concerne la région, c'est plutôt propre à Nice et à Marseille qui vont accueillir des épreuves. Mais pour les autres villes, de penser à cette ressource humaine sur les forces de sécurité, privées ou publiques, qui vont forcément, et c'est normal, être absorbées par les événements majeurs. À nous de construire les événements autrement pour que les gens puissent quand même continuer à avoir leur été qui n'est pas trop... alors j'aime pas dire parasité parce que c'est dévalorisant pour les Jeux, mais la réussite des Jeux tient aussi à une forme de transparence dans le quotidien. Et ça, on en est convaincu. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça doit être un plus par rapport à un existant. À nous de construire cet existant pour qu'il soit le plus facilité possible et que vous puissiez vous déplacer normalement pendant les Jeux, que vous ayez les mêmes activités culturelles pendant les Jeux, sportives mais qui ne seront peut-être pas les Jeux, etc., de loisirs, de tourisme. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et là, il y a vraiment un curseur. Alors, c'est le quotidien de tout le monde ici que de régler le curseur. Mais c'est ce curseur qu'il faut bien régler pour qu'au final, l'événement prenne toute sa dimension et soit quelque chose de limpide. Voilà. Là, nous avons parlé beaucoup du facteur humain, en tout cas des hommes et des femmes qui allaient être engagés sur cet événement important, les Jeux Olympiques. Mais on peut se faire aussi aider de la technologie, et je pense tout particulièrement au projet Serenity, pour lequel j'avais participé au lancement au Fort Gantôme à l'époque. Et je crois savoir d'ailleurs, Marc, vous l'avez en tout cas en phase ou peut-être en expérimentation avec Serenity à la RTM. Oui, alors c'est un programme qui a été développé par Cyrardel. Ça nous a intéressés parce qu'on a été sollicité au même titre que l'Olympique de Marseille et la SNCF pour étudier les flux de voyageurs. Donc arrivée, origine, destination,
comment calculer les flux, comment anticiper les mouvements, les changements d'orientation par rapport à des événements. Donc on a accepté d'être partenaire de l'opération. Bon, ça ne nous a pas coûté grand-chose, donc vous pouvez toujours accepter d'être partenaire quand ça ne coûte rien. Donc c'est intéressant. Bon, c'est quand même un programme qui a été subventionné par l'Europe, qui a été très bien monté. Pour nous, c'est une expérimentation. Ça ne veut pas dire que ça s'arrêtera là. Oui, ça pourra s'arrêter là si ça ne donne pas les résultats escomptés. Mais actuellement, l'entreprise, Cyradel, a développé les capteurs. Pour vous donner très rapidement une explication de ce qu'est Serenity, c'est la captation de tous les objets connectés que vous portez. Bien entendu, si vous en avez 4 ou 5 sur vous, ça ne va pas compter 5 personnes. Donc le système est bien monté de façon à discriminer les capteurs. Donc tous les capteurs étaient installés sur certaines stations. Le flux qui nous intéressait, c'est de Saint-Charles, en passant par Castellane, en arrivant au rond-point du Prado, parce que bien sûr, on avait le stade Vélodrome en ligne de mire, mais aussi les plages du Prado, pour les utilisateurs qui vont se rendre aux festivités et aux compétitions de voile. Donc ces capteurs prennent les objets connectés. Tous ces objets sont redressés sur le nombre d'abonnements que représente un opérateur, que ce soit Orange, SFR, etc. Et il y a tout un système, alors ne me demandez pas, c'est la technique, c'est pas mon domaine, moi c'est vraiment la sécurité, mais tout est redressé pour arriver à des résultats concluants. Ça, c'est ce qu'on nous promet. Nous, on va le voir à l'utilisation. Dès la semaine prochaine, on commencera à voir les premiers résultats. On devait être prêt pour la Coupe du Monde de rugby, mais ça a été plus long parce qu'il y a des contraintes de sécurité et les travaux ne peuvent se faire que de nuit dans le métro pour installer les capteurs. On ne peut faire aucun travaux lorsqu'il y a des clients. Donc tout ça nous a beaucoup retardé, mais le projet est sur pied, il est lancé. On verra, on fera le débriefing. Je pense que ça fera l'objet de communication pour voir est-ce que les résultats sont concluants. Mais si c'est concluant, ça pourra intéresser aussi le stade parce qu'en fonction des événements, on peut diriger les foules vers un endroit, vers un autre. Enfin, vous l'avez compris, il s'agit d'étudier les mouvements de foule, de les anticiper et par une intelligence artificielle, peut-être les anticiper encore plus. Voilà, c'est un peu l'objectif de ce programme auquel la RTM s'est associée. C'était intéressant de se lancer dans cette petite aventure. On en a connu bien d'autres grandes, mais celle-ci était intéressante en matière de transport. Oui. Gestion de flux de personnes. Oui, justement. Alors, supposons que pendant ces Jeux Olympiques, il y ait un événement malheureux qui se produise et qui nécessite le déclenchement d'un plan de gestion de crise à la PHM. Comment vous allez justement assurer la gestion de flux, Jean-Michel Mascaro ? Alors, il y a plusieurs cas de figure, évidemment. Oui. Tout ce qui va nous importer, c'est la volumétrie des victimes. Il est évident que dans un cas où il y aurait énormément de victimes, la configuration sera différente que s'il y a quelques victimes. Donc, effectivement, ce qu'il faut, c'est s'assurer que les véhicules de secours arrivent bien jusqu'aux urgences, puisque, bon, tout ça est travaillé déjà lors d'exercices plan blanc. Donc, rendre fluide en empêchant tout autre véhicule de s'y rendre, évidemment. Mais il faut penser également que qui dit plan blanc dit certainement rappel de personnel. Donc on a aussi un accès qu'il faut contrôler personnel. Et compte tenu des contraintes des sites déjà qui sont très très tendus en termes de stationnement, il faudra mettre un double contrôle pour bien s'assurer que ce ne soit que les personnels qui rentrent. Et puis effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, le quotidien continue et en fonction effectivement des instructions qui seront données et donc de ces fameux volumes, où on continue à faire rentrer par un autre accès tout ce qui est la bobologie du quotidien ou les urgences du quotidien, et à ce moment-là il faudra les dérouter sur un autre accès, ce qui fait quand même 3. Alors c'est un site, c'est fermé, c'est pas la voie publique, mais 3 accès, c'est déjà une mobilisation avec des contrôles sérieux, des masses qui vont arriver. On peut imaginer aussi les populations, les familles des victimes qui veulent récupérer de l'information. Voilà, donc tous ces accès sont à tenir, on y travaille, et c'est pour ça aussi qu'on a déjà anticipé le volume d'agents de sécurité pour ces événements.
Vous parliez de plan blanc, mais pour que, je crois, dans l'esprit de notre public, ça soit clair, j'ai 2 représentants de la PHM avec moi. Il y en a bien un qui est tourné vers la sécurité, sûreté intérieure, et Benoît, vous, c'est plutôt les patients, le public. Absolument. Et alors, votre vision, vous, en cas de flux, justement, de déclenchement de plan blanc, puisque c'est plutôt pour vous. Alors déjà dire que si la direction que je dirige ne s'entendait pas avec la direction de la sûreté-sécurité, ça ne pourrait pas fonctionner. On est condamné, au sens positif du terme, à travailler ensemble parce que l'expertise de la direction de la sûreté et de la sécurité de la PHM a des compétences que la direction où je suis n'a pas. Comment on travaille sur ces sujets d'afflux aux urgences? Eh bien, on travaille dans le cadre de notre plan blanc, qui est le plan dans lequel on prépare l'ensemble des interactions avec l'arrivée des victimes dans nos établissements. On a 2 établissements dits de premier niveau, que sont l'hôpital Nord et l'hôpital de la Timone, parce qu'ils disposent de services d'accueil des urgences, et c'est vers ces 2 établissements que préférentiellement les victimes seront orientées. Et puis on a 2 établissements dits de deuxième ligne, c'est les hôpitaux Sud et l'hôpital de la Conception, qui, eux, sont là pour nous aider dans nos stratégies de débord. C'est-à-dire que par rapport à l'afflux qu'il pourrait y avoir de victimes sur les 2 gros établissements, on arriverait à organiser les rotations pour libérer des lits sur ces 2 sites dits de première ligne dans le capacitaire disponible au sein des établissements dits de deuxième ligne. Comment on s'y prépare aussi? C'est beaucoup d'actions de formation-action avec des exercices plan blanc qui sont faits assez régulièrement. Le dernier a eu lieu au début du mois de décembre et il a concerné l'ensemble des sites de l'assistance publique. Ça a permis de voir un peu quelles étaient les interfaces et comment on pouvait travailler ensemble. Les cultures de sites sont parfois différentes et il faut amener des synergies. Il faut aussi que les gens apprennent à se connaître. La PHM, c'est 4 établissements et 18 000 personnes. Donc c'est aussi beaucoup de monde à embarquer sur ces sujets-là. Et il faut aussi apporter cette culture de la gestion de crise, même si l'hôpital y est parfois habitué, du niveau le plus haut dans la hiérarchie à celui qui est sur le terrain, au plus proche des patients et des victimes qui peuvent arriver chez nous. Donc beaucoup d'exercices et de formations aussi qui viennent nous aider sur ces sujets-là, des plans blancs qui sont là pour travailler ces sujets, et puis on a des risques aussi qui sont un peu périphériques mais extrêmement regardés à l'hôpital en ce moment. C'est si demain notre système d'information tombe, on aura beaucoup de difficultés à prendre en charge les victimes qui viendraient dans nos établissements. Et c'est aussi pour ça qu'on se prépare beaucoup, en faisant des exercices de cybersécurité et en travaillant de façon assez intriquée avec la direction des services numériques. Oui. Alors, un des risques qui pourrait intervenir aussi pendant cette période, c'est une menace d'attentat qui viserait un hôpital. Il y a déjà eu des cas comme ça dans le monde. Et on peut imaginer que les terroristes sont à l'affût de la notoriété que pourrait procurer un événement comme ça. Alors, Jean-Michel Mascaro, comment un grand établissement hospitalier comme le vôtre pourrait gérer les conséquences d'un attentat qui le viserait, lui? Alors, ça dépend de l'établissement. J'ai Timone en tête, évidemment, qui est le plus grand des sites, qui fait environ 17 hectares. On peut imaginer qu'effectivement l'attentat aurait lieu au sein d'un des 2 bâtiments principaux, auquel cas, en dehors de la zone d'exclusion, il faudrait s'organiser de 2 manières différentes. La première, c'est qu'il y a de toutes les façons des services qui ne pourraient pas déménager leurs patients, hein. Je pense à la réanimation, ça pose un problème. Certains sont peut-être transportables, d'autres non. On peut imaginer aussi que, une fois que la crise est passée, il faudrait chercher à sécuriser l'ensemble des services hospitaliers. Et puis effectivement, commencer à organiser l'évacuation, parce que pour le coup, évidemment, la capacité de soins serait fortement impactée selon la nature de la bombe et où elle aurait explosé. Et il faudra organiser vers d'autres hôpitaux de la PHM, voire de la ville, pour soigner, effectivement, prendre en charge toutes les victimes. Mais c'est quelque chose qu'on a en tête, c'est quelque chose évidemment qu'on ose imaginer, parce que ce serait effectivement un impact très très fort au-delà
de notre capacité globale qui serait atteinte, c'est également un impact très très fort auprès des populations. Oui, évidemment. Et il y aurait, par exemple, aussi des accords avec des hôpitaux de la région ou plus De facto, Oui. sur ce genre d'événement et sur ce genre de situation, pensez bien que l'ARS, enfin l'ARS, pardon, Oui. est dans la boucle et effectivement jouerait son rôle complet de coordination de manière à pouvoir effectivement faire les prises en charge. Alors après, évidemment, ça dépend de la nature des blessures, des blessés, etc. Mais on peut imaginer que dans un premier temps, la ville, et puis le département, la région seraient mises à contribution, voire le pays. Ça mobiliserait énormément de moyens. Mais nous n'en sommes pas là. Essayons de garder un caractère festif à ces jeux. Je vais maintenant passer le micro dans la salle à qui veut poser des questions. Voilà. La parole est à vous. S'il n'y en a pas, c'est qu'ils ont été très clairs. Voilà. Et s'il n'y en a pas, moi j'en ai. Le problème, c'est qu'ils notent tout. Oui. Ah bah. Alors, petite question concernant justement l'intelligence artificielle. On entend qu'il y aurait la possibilité de développer ces logiciels plus facilement pendant cette période. Comment ça va se passer pour vos différentes entités ? Alors, en ce qui me concerne, ce n'est pas à l'ordre du jour, hein, ça c'est sûr. On est déjà dans le déploiement classique de la vidéoprotection. Donc non, ce n'est pas à l'ordre du jour, hein, à vrai dire. Et vous, Marc Labouze, dans le projet Serenity, il y a de l'IA, non ? Oui, il y en a très peu au départ. C'est uniquement si le projet se développe bien et que les capteurs fonctionnent. Alors je voudrais simplement donner un petit point de détail qui a son importance. Quand j'ai dit que vos objets connectés seront captés, c'est une microseconde. N'imaginez pas qu'on ait la signature de vos objets connectés et qu'on puisse identifier quoi que ce soit. C'est totalement anonymisé. Et il y aura même des affiches partout qui vont naître dans les transports et qui vous permettent, si vous le souhaitez, ne pas être capté, même si c'est que à des fins statistiques, vous pouvez vous opposer à la captation des objets connectés. Mais c'est ce qui nous a intéressé. Ensuite, l'intelligence artificielle va rentrer dans une seconde phase. Une fois qu'on saura, lorsque toute la masse de personnes qui arrivent à la gare Saint-Charles, vers où elle se dirige, l'intelligence va rentrer dans le moment où on se dit il y a trop de personnes qui commencent à monter à un endroit, à se diriger vers un autre endroit pour donner l'alerte et dire commence à aiguiller, fermez telle station, ouvrez telle station. Enfin, vous imaginez ce qui peut se développer derrière ça. Mais c'est trop tôt maintenant pour en parler. C'est vraiment la seconde phase. Il faut déjà voir si ce qu'on va capter dans le passé, alors je fais aussi une parenthèse, on avait fait une expérience de flux comme ça pour les championnats d'Europe de football. Et j'avais imaginé qu'on puisse demander à un opérateur de capter tous les téléphones qu'il y avait dans une zone et pour savoir la fréquentation, le monde qu'il y avait sur la zone. Bon, les premiers résultats, je ne citerai pas l'opérateur, m'ont fait bondir parce qu'en fait, ils ont pris même les personnes qui étaient dans leur canapé à regarder la télé. Donc ça n'a pas marché. Ça a été un fiasco total parce qu'il n'y avait pas de possibilité de dire nous, ce qui nous intéressait, c'était ceux qui étaient sur la voie publique, mais pas dans les immeubles. Donc tout n'est pas si simple que ça pour capter des données de cet ordre-là. Donc c'est pour ça, là aussi, pour les objets connectés, la première des choses, c'est de dire est-ce que les résultats sont bons ? Est-ce qu'ils sont fiables ? Est-ce que c'est bon ? Et après, on va plus loin. Et là, on fait rentrer l'IA, qui sera quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, on en est au comptage, la première brique. Oui, et moi, pour avoir vu le projet à l'époque, j'avais participé, comme je vous le disais, à son lancement, ici à Marseille, au Fort Gantoum. La projection sur le jumeau 3D, là pour le coup de la RTM ou de la ville ou de ce que vous voulez, permet d'avoir véritablement à l'instant T le flux des personnes en image virtuelle, mais surtout l'anticipation, ce que disait Marc à juste titre, c'est-à-dire que la machine est là pour anticiper où est-ce que ça va se bloquer dans 5 minutes, dans 10 minutes, si on continue comme ça. Donc ça permet à l'humain derrière de prendre la main, c'est ça le projet au final, pour dire on va faire en sorte de faire bloquer l'avenue pour que ça diminue, ça afflue. Vous savez comme on a quand on rentre dans le tunnel du Prado, hein, pof, à un moment donné, on ne met plus qu'une file pour que ça régule le trafic. Voilà. Oui, il y a une petite nouveauté qui est d'actualité.
c'est que le président de la République va faire les cérémonies de la libération le 8 mai, également, à Marseille. C'est sorti cet après-midi, hein. Donc c'est en ligne. Donc je pense que ça va encore un peu plus compliqué. Et il y a un sujet qui n'a pas été abordé sur la voie publique, c'est la lutte anti-drone. On n'en a pas parlé, mais ça serait l'objet d'une conférence à part sur la lutte entière, oui. anti-drone à part entière. Gérald Darmanin a dit que c'était la menace principale qui pesait sur les JO, hein. Mais Laurent Bonnet, vous pouvez en parler? Moi, je peux en toucher deux mots. Je ne suis pas un spécialiste des drones, je rassure tout le monde. Mais à Toulon, forcément, on est un peu acculturé à la sécurité, à la sûreté, vous vous doutez bien, avec le port militaire. Sans rien révéler, il y a quand même des très gros dispositifs de lutte anti-drone qui sont déployés, que ce soit au moment du passage de la flamme, j'imagine qu'ils sont au moins de la même ampleur pour le 8 mai. On est quand même aujourd'hui sur la lutte anti-drone assez efficace et opérationnelle. Sans entrer plus avant dans les principes de lutte anti-drone, il y a quand même un déploiement. Ça a été avancé comme un des risques majeurs, mais ça ne veut pas dire qu'en face, on n'a pas de solution. Je pense que ça a été avancé comme un risque majeur parce que c'est une réalité. Et encore une fois, je fais partie de ceux qui pensent que la transparence modérée est un élément important dans l'échange avec le public. Mais les dispositifs de lutte anti-drone, qu'ils soient mobiles, fixes aujourd'hui, sont assez largement déployés. Et je pense que là-dessus, on a quand même une réponse assez opérationnelle. Oui, c'est l'armée d'ailleurs qui aura la responsabilité de la lutte anti-drone. Alors elle sera partagée en fonction des zones. Bon, Oui. Nous à Toulon, forcément, on a plein d'endroits Z5, Voilà. vous imaginez bien comment c'est. Mais non, après c'est les services intégrés dans le convoi où il y a des véhicules anti-drone qui se déplacent avec la flamme, qui sont au plus près de la flamme. Pour que vous ayez une ordre d'idée, un convoi de la flamme, je ne parle pas de l'arrivée de la flamme à Marseille parce que c'est quand même toujours plus facile, entre guillemets, d'opérer sur un site statique qu'on anticipe que sur un parcours mobile. Mais sur le parcours mobile, le schéma de la caravane, ça n'a rien à voir avec le Tour de France, mais gardez un peu cette image en tête, sur 40 véhicules à peu près, vous avez les 4/5e qui sont des véhicules de sécurité, qui sont répartis entre des unités d'intervention, des véhicules anti-drone, etc., etc. Donc il y a quand même vraiment une bulle de sécurité, que ce soit sur le dispositif mobile, et c'est très sensible sur la lutte anti-drone, et qui sera à mon avis forcément déployé sur les zones statiques. Et alors, à part les drones, quelles sont les menaces qui pèsent plus spécifiquement sur le parcours de la flamme? C'est par exemple des obstacles qui seraient dressés sur la route? Alors au niveau du CNSJ, donc le Centre national de sécurité des jeux, il faut savoir qu'il y a une cellule de renseignement qui a été montée. Encore une fois, de ce qu'on peut révéler, ça va de l'obstruction des voies, puisque je vous l'ai dit, c'est 8 km de voies qu'il va falloir sécuriser, 100 véhicules, donc ça a l'air anodin ce que je vous dis, mais sécuriser 8 km avec aucun véhicule stationné, etc., etc., ça veut dire une grosse communication en amont, ça veut dire une adhésion de la population, et ça veut dire le jour J une capacité de fourrière, désolé, mais il y en aura, qui nous met en capacité d'enlever 100-150 voitures rapidement. Ça, c'est important. Ça peut être donc l'obstruction des voies, ça peut être des actes de malveillance directement vis-à-vis du convoi. On peut envisager certains groupes qui auraient dans l'idée d'éteindre la flamme ou d'avoir une action peut-être symbolique autour de la flamme elle-même. Ça peut être des actions de malveillance physique, ça peut être des actions vers des regroupements publics. Encore une fois, toute la difficulté, c'est de savoir où les gens vont se mettre pour regarder quelque chose qui bouge. Parce que est-ce qu'ils vont être en statique à un endroit pour l'avoir cheminée, ou est-ce qu'ils vont cheminer avec elle, sachant que la flamme se déplace à 4,5 km/h. C'était à 4, on nous a informé que ça va augmenter de 0,5. Je ne sais pas comment ils vont mesurer, mais bon, admettons. Donc voilà, les enjeux, c'est ça. C'est que je pense que les services de l'État, le ministère de l'Intérieur, évaluent vraiment en temps réel, et je crois que voilà, monsieur qui est détaché des forces de police nationale sait très bien qu'il y a ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on ne peut pas dire, mais qu'on n'espère pas, et toutes ces choses-là connectées. Et je le disais tout à l'heure au début de mon propos, l'essentiel, c'est la coopération et la coordination. Et là, je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera rien, ça veut dire qu'on aura tout fait pour qu'il arrive le moins possible et que s'il arrive, on sache y répondre. Voilà. Ça va être des évacuations de personnes qui attaqueraient le convoi avec des schémas d'évacuation, des obstructions, l'attaque du convoi, de la flamme, du public, et tout ça, c'est anticipé. Mais il y a beaucoup
de risque, il faut être franc. Le risque aujourd'hui majeur, tel qu'il nous est indiqué, c'est quand même, je dirais, une opposition politique, entre guillemets, dans le sens face au déploiement des jeux, et sous quelle forme, on espère avoir pensé au maximum de choses. Une dernière question. Alors, il y a 2 personnes. Alors, 2 dernières questions. Bonjour, Patrick Salandeggi. De combien de moyens de ressources humaines devez-vous disposer pour ces Jeux Olympiques et avez-vous la ressource nécessaire aujourd'hui ? Ouais, on peut la faire à 2, je pense. Oui, nous sur un hôpital, c'est quantifié. Hein. On a le quotidien et puis le renfort qu'on a évalué nécessaire pour toutes les manifestations. Donc, a priori, c'est commandé, c'est fait. Maintenant, on est comme tout le monde. Hein. J'espère que tout le monde répondra présent le jour J, quoi. Ouais, à l'échelle d'un territoire, il faut savoir que toutes les forces de police sont mobilisées. Je pense qu'ils n'auront pas beaucoup de jours de congé cet été. Il faudra penser à eux quand même un peu. Et au-delà, pour tout ce qui est flamme olympique, il y a des unités mobiles, au moins 2 par exemple, pour quand la flamme sera déployée en convoi, qui sont rajoutées systématiquement et qui sont attribuées. Donc il y a vraiment quand même un étoffement des forces de sécurité. Je dis bien pour le territoire, au-delà des forces de sécurité qui, elles, s'occupent de la flamme elle-même et du convoi de la flamme, qui sont des forces de sécurité qui sont elles-mêmes attribuées à ce convoi et qui viennent en supplément des forces de sécurité que je qualifierais de territoriales, qu'elles soient police municipale, agents de sécurité privés, puisqu'il y aura des fan zones à constituer et qu'il y aura forcément des agents de sécurité privés, et forces nationales, police nationale, des DSP classiques auxquels viendront se rajouter ces forces de sécurité de la flamme elle-même, qui sont donc constitués de groupes d'élite, plus de groupes de gendarmerie ou police nationale. Oui. Alors, si je peux apporter une précision, le ministre de l'Intérieur, lors d'une conférence de presse, a dit que le jour de l'arrivée de la flamme à Marseille, il y aurait donc 150 000 personnes, il y aurait à peu près 5 000 policiers et gendarmes, à peu près 1 000 agents de sécurité privés. Pour donner un ordre d'idée, c'est 45 000 forces de sécurité à Paris pendant les Jeux. Oui. Pour faire un peu de teasing, et comme ça, vous creuserez la tête après. Regardez combien il y a eu de forces de police mobilisées pendant la crise des Gilets jaunes, et vous aurez une idée de ce que ça représente, 45 000 personnes. Je ne vous donne pas la réponse, mais comme ça, vous chercherez. Vous verrez que 45 000, ça fait beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup. Bonjour, du coup je suis Samy de la société Hamilton. J'avais une question par rapport à la maintenance prédictive, surtout pour la RTM, sur les appareils, les rames de métro, les bus. Est-ce qu'il y a des sujets autour de ça aujourd'hui ou pas forcément? C'est un peu lié à la sécurité aussi. Énormément de sujets. C'est une très bonne question parce que le cauchemar d'un transporteur, c'est la panne. Bon, des pannes, on en connaît. Je mets de côté, je fais une parenthèse, les bagages abandonnés, les étourdis en tout genre. Parce que ça coûte très très cher à la société. C'est des interruptions de flux. C'est énorme. On ne peut pas imaginer ce que représente l'interruption de transport lorsqu'il y a des bagages abandonnés, qu'il faut faire la levée de doute, ou lorsqu'il y a des personnes qui entrent dans le tunnel pour faire leurs affaires dans les tunnels du métro. Et là, c'est régulier. C'est assez régulier. La maintenance, c'est quelque chose qui est pris bien en amont. On arrive à faire des redondances, des PC redondants, s'il y avait eu un problème en termes de sûreté. Là-dessus, pour en revenir aux pannes, oui, les services techniques sont sur le pont, tout est approvisionné pour pouvoir faire face, mais la panne générale, comme il y a eu il y a 2 jours, on avait une panne de coupure. Il faut savoir qu'actuellement, on a une contrainte énorme et qui a défrayé la chronique puisqu'il y a eu de nombreux articles sur ce sujet, c'est les tests du métro automatique. On ne passe pas d'un métro manuel avec un conducteur classiquement à un métro automatique d'un claquement de doigts. Ça n'existe pas. Ça, c'est en rêve. Donc, il y a énormément d'essais le lundi, mardi, mercredi, jeudi. 4 jours. Pendant 4 jours, on a Alstom qui prend la main sur le métro, le rend automatique, fait les tests, et à 4 heures du matin, ils doivent tout arrêter et remettre en branle le système manuel, et tout ça doit fonctionner tout de suite. Je peux vous dire que c'est un sacré exploit toutes les semaines.
Donc, pour que ça fonctionne dès le vendredi, et ainsi de suite. Donc, ces phases vont être interrompues pendant les JO. Il n'est pas question de prendre de risques, mais bien avant les JO, ça continuera parce qu'on ne peut pas retarder le déploiement d'une opération qui doit aboutir en 2026-2027 et nous permettra d'avoir un métro automatique avec des portes palières sur les quais qui nous permettront, et je rebondis sur ce que j'avais dit, de ne plus avoir de lascars qui rentrent dans les tubes pour faire leurs affaires. Merci Marc. Eh ben, merci pour vos questions et merci pour vos réponses surtout. Merci de votre participation, je crois que vous pouvez les applaudir. Oui. Voilà. On a bien compris que de tout ce que vous avez dit que le maître mot c'est anticipation et on pense que la fête va être formidable à Marseille pendant les JO. On vous donne rendez-vous demain pour une autre table ronde. La première qui a lieu à 11h30 c'est sur justement l'IA et la sécurité et puis l'après-midi c'est sur la cyber. On inverse et l'IA aussi d'ailleurs. Voilà. Merci